Mesdames, Messieurs, bonjour. Radio M est heureuse d'accueillir aujourd'hui pour cette émission spéciale autour du 10e anniversaire de la Révolution tunisienne. Donc d'accueillir Madame Selma Mabrouk, Monsieur Ziad Krishen et Bonjour. Monsieur Hamadir Dissi, que je vais présenter tout de suite. Mais auparavant, donc comme vous le voyez, nous avançons tous masqués aujourd'hui, nous portons des masques. Et c'est un signe important parce que ce soit en Tunisie, en Algérie ou au Maroc, l'épidémie de Covid est en train de faire des ravages. Et pour nous, il est extrêmement important de respecter les gestes barrières. Et voilà. Et nous réitérons donc aux auditeurs la nécessité de respecter ces gestes barrières et de faire attention. Alors, revenons donc au 10e anniversaire de la Révolution tunisienne. Et on dirait que tous les observateurs, tunisiens ou non tunisiens, s'accordent à dire que l'euphorie des premières années de la Révolution a cédé la place au désenchantement, à la désillusion, voire à une nostalgie de l'ancien régime. Alors personne ne nie les avancées de la Tunisie en matière de liberté. Mais en revanche, la gestion des affaires du pays par 10 gouvernements successifs a été catastrophique. Alors je cite dans le désordre, institutions bloquées, dégradation des services publics, économie en panne, finances publiques dans le rouge, pouvoir d'achat en berne, corruption endémique, etc. Bref, le mieux-être promis par la Révolution n'est pas au rendez-vous au moment où nous fêtons son 10e anniversaire. La question se pose donc, sous deux formes. Y a-t-il eu une révolution en Tunisie ou qu'a fait la révolution de la Tunisie? Alors, je vais demander peut-être d'abord à Ziad Krishen, qui est journaliste, directeur de la rédaction du quotidien Le Maghreb, qui est le quotidien arabophone de référence en Tunisie. Donc, je vais demander à Ziad Krishen, qui est un fin observateur de l'actualité politique, de nous dire quels seraient aujourd'hui les trois marqueurs de la fin ou de cette période de la transition démocratique. Merci tout d'abord pour cette invitation. Moi, je suis de ceux qui croient, qui pensent qu'il y a eu une révolution. Maintenant, les gens confondent entre l'aspect analytique, sociologique, intellectuel et l'aspect magique. Une révolution, ça ne veut pas dire le paradis. La révolution, c'est un changement radical, d'abord de régime et théoriquement ensuite de système. S'il y a aujourd'hui une désillusion, s'il y a aujourd'hui justement tout ce que vous avez décrit, c'est que on a probablement changé de caste politique, on a fait ce qu'on appelle la transition démocratique, mais on n'a pas réussi la transformation du système, on n'a pas réussi la transformation économique et sociale, et on n'a pas réussi à donner à la démocratie, qui n'est pas un maigre avantage, surtout dans notre région, on n'a pas su lui donner tout son éventail, disons, toute sa dimension dans la vie sociale, dans la vie économique. La démocratie, c'est pas que des élections. La démocratie, c'est pas que des partis. Les partis, les élections, la liberté d'expression font partie de la démocratie, mais la démocratie repose avant tout sur la reconnaissance des citoyens égaux et libres. Et la Tunisie a coincé. La révolution, la cause profonde de la révolution, c'est justement l'incapacité de l'ancien système à donner à la, si vous voulez, à la citoyenneté, aux citoyens, cette dignité qu'ils recherchaient, cette reconnaissance sociale qu'ils recherchaient. Maintenant, la révolution n'a pas réussi à pallier à cela. Parce que justement, sur le plan démocratique, sur le plan politique, la classe dirigeante, les élites d'une manière générale, donc nous compris, on s'est beaucoup plus concentré sur les luttes politiciennes que sur les transformations économiques et sociales
y compris la transformation des mœurs, etc. Donc, je dirais aujourd'hui, certes, il y a une forme de désillusion, mais certes, nous avons des acquis en termes politiques, etc. Nous avons beaucoup de retard en termes économiques, sociaux et surtout en termes de reconstruction nationale. Mais je demeure somme toute optimiste. 10 ans, c'est énorme, mais en même temps, c'est pas beaucoup. Il est vrai que ce qui nous attend est beaucoup plus important que ce qui a été réalisé. Très bien. Donc, on peut dire que nous devons rester prudents dans l'évaluation et éviter de disqualifier comme ça de manière rapide, hâtive, la révolution. On est dans une phase, je rappelle, ça c'est Hayat Ben Achour, je crois, qui disait « Attention, la révolution, c'est un traumatisme social, ça n'est pas le paradis sur Terre ». Donc, peut-être que vous êtes Ziad. Alors, je me tourne vers Selma Mabrouk. Selma Mabrouk, bienvenue à Radio M. Alors, vous êtes un acteur de la transition et du début de la transition, puisque vous étiez député à l'Assemblée nationale constituante, membre du groupe démocrate, qui, je rappelle que le groupe démocrate rassemblait un peu les sensibilités de gauche, de centre-gauche, et les sécularistes, pour pas dire les laïcs. Donc, voilà. Hein. Donc, c'est un peu la gauche moderniste à l'époque. Alors, vous êtes auteur de 2 ouvrages, l'un sur l'Assemblée nationale constituante, donc ça c'est d'ailleurs un gros ouvrage qui s'appelle Le bras de fer, où vous racontez comment les travaux de l'Assemblée nationale, les 3 ans de travaux pour élaborer la Constitution, c'est un des documents d'archives extrêmement intéressants pour ceux que ça intéresse. Et un deuxième ouvrage, cette fois sur la Constitution, qui s'appelle Eratom, donc qui vient après cette période de l'Assemblée nationale constituante. Alors, pour vous qui avez été une des rédactrices de la Constitution de 2014, cette Constitution qui a consacré la Deuxième République, enfin l'avènement de la Deuxième République, qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui? Est-ce que, par rapport à ce que vous avez élaboré, aux luttes que vous avez menées au sein de l'Assemblée constituante, quel est le fruit aujourd'hui de vos batailles au sein de cette Assemblée? Voilà, bonjour à tous, bonjour à nos amis du Maroc, d'Algérie et de Tunisie, et bonne année à tout le monde, et bonne année à Mazir. Pour le Yaneir. À nos citoyens. Yaneir. Voilà, donc moi, ce que je me demanderais, ce serait qu'avons-nous fait de notre révolution? Parce que je rejoins mon ami Zied. C'est une révolution pour moi parce que ça, je pense qu'on le sent en étant juste dans la rue, en parlant avec les gens, on n'est plus les mêmes. Les Tunisiens ont complètement changé entre 2010 et 2020. Mais par contre, qu'avons-nous fait de cette révolution? Donc moi, je reviens à la première demande qui a été celle de 2011, c'est de faire une Assemblée nationale constituante. C'est-à-dire que même si la révolution n'avait pas un parti qui dirigeait cette révolution ou une idéologie précise, il y a eu quand même une demande précise. Donc pourquoi une Assemblée nationale constituante? Parce qu'un des problèmes qui était antérieur, c'est le non-respect de la Constitution. L'exploitation politique, etc., de la Constitution. Donc, parce que la Tunisie avait une Constitution après son indépendance, et une belle constitution au départ, hein, aussi. C'est pas le problème de la beauté du texte. Donc, l'idée, c'était de réécrire une constitution en acceptant la participation de pratiquement toutes les tendances politiques. Et c'est ce qui a été réalisé en 3 ans avec beaucoup d'obstacles, de heurts, etc. Et on est arrivé à écrire un texte le plus consensuel possible, qui rapproche le maximum les points de vue. Et à partir de là, pour moi, il y a eu une cassure. À partir de la Constitution de 2014, on a pris une direction, à mon humble avis, qui est erronée, c'est-à-dire on a fait le choix, c'est-à-dire il y a la volonté politique au pouvoir, a pris le choix de ne pas respecter cette Constitution. Et ça a commencé très tôt, c'est-à-dire qu'il y avait des délais écrits dans le texte par rapport à la mise en place d'institutions complémentaires.
Et ces institutions sont encore à ce jour non créées. Oui, là je rappelle que, par exemple, la Cour constitutionnelle, qui est un des éléments centraux de la Constitution de 2014, et pour l'exercice de la démocratie et du respect de l'équilibre des pouvoirs, cette Cour constitutionnelle n'a toujours pas été mise en place, alors qu'elle aurait dû l'être selon la Constitution en 2015. En 2015, exactement. Voilà. Donc ça, c'est effectivement. Donc pour vous, rapidement, puis on reviendra après, mais pour vous, c'est une bonne Constitution que vous avez pu élaborer, consensuelle, comme vous dites. Mais est-ce que le fait qu'elle n'ait pas été appliquée après ou mal appliquée, est-ce que ça n'est pas le fait qu'une constitution consensuelle est forcément pleine d'ambiguïtés? Si elle est consensuelle, c'est qu'il y a forcément des ambiguïtés, des contradictions latentes. Est-ce que ce n'est pas ça qui a fait que c'est la nature de la constitution même qui fait que son application après sa mise en œuvre est difficile et permet justement les jeux politiciens? Oui. Je ne sais pas, peut-être que... Je ne suis pas juriste de formation, je suis médecin, mais je me permettrai de dire qu'il n'y a aucune constitution qui soit claire et que la démocratie est en fait la faculté de pouvoir gérer les conflits. En dictature, on a un seul avis qui est clair et tout le monde doit obéir et on n'accepte pas... Donc la démocratie, c'est permettre des avis contraires, des avis qui s'opposent, et d'arriver à gérer tout cela, que ce soit au niveau d'un gouvernement d'alliance, au niveau de deux têtes de l'exécutif qui ne sont pas de la même tendance politique, au niveau d'une assemblée nationale où il y a plusieurs partis ou plusieurs tendances politiques qui sont représentées. C'est un genre de savoir-faire pour gérer ce genre Et la Cour constitutionnelle est le gendarme et l'arbitre du jeu, pour oublier l'idée du gendarme peut-être. Donc c'est l'arbitre. Donc là, on est en train de jouer un match de football sans arbitre depuis 6 ans. Et c'est pour ça que la lecture par le citoyen lambda de ce qui se passe politiquement parlant est quasi impossible. Quasi impossible. Les gens ne comprennent plus grand-chose à ce qui se passe. Et de là vient aussi la désillusion et un tout petit peu la nostalgie pour la clarté, entre guillemets. Merci Salma Mabrouk. Donc vous êtes plutôt quand même pessimiste, enfin en tout cas un peu plus que Ziad Klishen. Mais alors on va aller vers plus pessimiste que vous, puisque je vais me tourner vers... Hamadi Irdissi. Hamadi, vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université de Tunis, auteur de plusieurs ouvrages sur l'islam contemporain, le pacte de Nejd, l'islam incertain, qui est donc sur l'islam et la révolution. C'est, oui. Le sous-titre, c'est, je crois, Révolution et islam post-autoritaire, voilà. Et vous avez aussi écrit sur la transition démocratique, et notamment un dernier ouvrage que vous avez dirigé, qui s'appelle « La tentation populiste », alors qui est extrêmement intéressant, et ça va nous permettre d'ailleurs après de revenir sur l'actualité. Alors pourquoi est-ce que je dis que vous êtes pessimiste? Parce que si je lis les dernières interviews dans la presse, et notamment dans la presse algérienne, dans le quotidien algérien Liberté par exemple, alors je vous lis, vous dites je me sens là, très là, je ne veux pas dire désespéré pour ne pas susciter les protestations énergiques, des rassuristes, ceux-là même qui nous tranquillisent sur le succès d'une expérience singulière, périodiquement reportée à l'année d'après, et vous dites la révolution a été vite, très vite même dévoyée. En quelques mois, on est passé de l'enthousiasme au désenchantement. Elle a été confisquée par l'islamisme. Les sécularistes complices ont eu honte à reconnaître qu'ils ont servi de marchepied. Ceux qui dénonçaient cette alliance contre nature passaient pour des éradicateurs, etc. Donc, voilà, moi je me réfère à vos propos. Alors, est-ce que c'est vrai? Ici, c'est une interview peut-être à chaud. Alors, en tant que chercheur, pas à chaud, vos observations, est-ce que... Je vais pas non. Allez-y, Hamadi. Oui. Écoutez, si je suis d'accord avec Zied pour dire que c'est une révolution, mais il faut faire très attention. Pourquoi? Une révolution n'est pas nécessaire.
Si à partir d'aujourd'hui on juge ce qu'on a accompli il y a 10 ans ou depuis 10 ans, on trouve que le bilan, les choses qu'on a réalisées auraient pu être réalisées, et elles l'ont été dans d'autres pays, avec beaucoup moins de coûts et beaucoup moins de moyens. Nous avons des élections, n'est-ce pas, transparentes et loyales. C'est un grand acquis. Et nous avons des libertés individuelles. Quoique, sur certaines libertés, il y a encore du chemin à faire. Mais si on prend ces deux éléments, qui sont les deux grands acquis, je pense, de la Révolution, elles ont pu se réaliser ailleurs avec beaucoup d'économies de moyens. Donc, de ce point de vue, le coût social, politique, moral, par rapport à l'histoire propre de la Tunisie, le coût était, on peut dire, exorbitant. D'ailleurs, on le voit à travers les sondages. Beaucoup ne croient pas aux sondages. Je fais partie des gens crédules qui croient aux sondages. Et les sondages sont impitoyables depuis quelque temps. Quand je dis les rassuristes, parce que depuis le début de ce qu'on a appelé, à raison, la Révolution, je vais y venir, il y a eu quand même des voix discordantes, des opinions, comme on dit, dissidentes, des gens qui ont alerté sur les égarements possibles. Et franchement, vous le savez, nous le savons tous, à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui contestait l'orientation, il passait pour justement soit un éducateur parce qu'il alertait sur la tentation, pas celle-là, pas populiste, mais la tentation théocratique de la Nahda, ou bien passer pour un éradicateur, ou bien passer pour un pessimiste notoire, un rabat-joie, qui n'a pas confiance en ce grand peuple qui a fait une grande révolution. Moi, je suis décalé par rapport à ce discours. J'en viens maintenant au concept même de la révolution. Je ne pense pas qu'on gagne beaucoup. D'abord, nous n'avons pas encore suffisamment de distance par rapport au concept de révolution. Si vraiment elle en est une, il faut en assumer l'entière responsabilité. C'est-à-dire, y compris qu'elle peut durer encore 30, 40, 50 ans, 100 ans. C'est grave un discours comme celui-là. Pourquoi? Parce qu'une révolution n'est pas un phénomène court dans l'histoire. Elle est toujours dans la longue durée. Vous savez que, par exemple, celui qui a écrit la Révolution française, qui a dit que la Révolution est finie ou s'est clôturée ou s'est achevée durant la Troisième République. Je vais trouver son nom. Penser la Révolution. Qui a écrit Penser la Révolution. Donc, une révolution peut durer. Moi, je l'appellerais une transition radicale par le bas. C'est plus modeste. Que le de toute façon, révolution. Il n'y a pas plus de faire valoir, de se faire valoir par la révolution que par les réformes. L'essentiel, c'est que cette transition radicale par le bas a abouti à ce que à ce dont nous parlons, c'est-à-dire une transition politique, démocratique, qui demeure instable et fragile, mais qui a eu lieu, et le fait que les Tunisiens, aujourd'hui, sont libres, aussi bien au niveau des libertés individuelles que les libertés des médias, des partis politiques, etc. Maintenant, il y a le bilan. On peut passer... Oui, non, j'allais... Voilà pour le concept. Je suis bien sûr... Je ne suis pas de ceux qui disent qu'on n'a pas fait de révolution. Mais je pense que du point de vue épistémologique, si vous mettez dans la logique de la révolution, le long terme peut s'avérer nécessaire. Auquel cas, vous ne pouvez plus ni être pessimiste, ni optimiste, et vous dites nous sommes dans l'œil du cyclone, et laissons l'histoire faire son œuvre. D'accord. Donc voilà pour... Maintenant, qu'est-ce que vous voulez savoir? Les désillusions? Non, là, on va y revenir. Non, ce que je voulais dire dans votre propos. Alors,
moi qui suis peut-être, moi je suis, je vis en Tunisie, mais je suis un observateur quand même de l'extérieur, un peu. En tant qu'Algérien, je me dis, mais bon sang, ce peuple qui a effectivement fait tomber la révolution, c'est quoi? On a fait tomber un régime, on a changé de régime, on a mis en place des institutions nouvelles, on a essayé du point de vue de l'édifice institutionnel, de construire les mécanismes qui font qu'aujourd'hui, on peut exercer pleinement nos libertés. Mais je veux dire, encore une fois, ce n'est pas nécessaire. On peut le faire par la réforme. Et les révolutions sont rares dans l'histoire. Quelques-unes seulement peuvent être qualifiées que de révolutions. Non, on est d'accord. Sauf qu'à l'époque, à Ben Ali, il a été proposé, semble-t-il, à Ben Ali de faire des réformes. Il a refusé. Et c'est pour ça qu'il y a eu une rupture radicale. Donc moi, je veux bien... La question peut-être n'est pas de... encore une fois, j'essaie de me situer d'un point de vue un peu extérieur. Peut-être que la question n'est pas de savoir, d'un point de vue épistémologique, est-ce qu'on a raison de dire révolution? Absolument. Dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? Il y a des conquêtes démocratiques indéniables en Tunisie. Sauf que ces conquêtes ne s'accompagnent pas de la réalisation des promesses de la révolution, c'est-à-dire justice sociale et mieux-être, ou bien-être social, et dignité, puisque de ce point de vue, les résultats sont mauvais. Alors moi, ce que je voulais dire, est-ce qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain, ou est-ce qu'il faut essayer, dans le bilan qu'on essaie de faire aujourd'hui, d'équilibrer les choses, et de dire pourquoi ça n'a pas fonctionné sur le plan économique et tout. Dans un petit moment, on va appeler, nous aurons au téléphone M. Hakim Ben Hamouda, ancien ministre des Finances, avec lequel on va discuter un petit peu d'économie. Mais auparavant, aujourd'hui, dans le paysage politique de la Tunisie, les dernières élections, qu'est-ce qu'elles ont donné? Je vais revenir un peu à la tentation populiste. Il y a eu l'affirmation d'un très puissant mouvement d'opinion autour de candidats anti-système, Kais Saïd et Nabil Karoui, n'oublions pas, même si c'est Kais Saïd qui a été plébiscité. Donc, rejet des partis politiques traditionnels, etc., présents depuis la Révolution. Deuxièmement, l'émergence d'un courant de plus en plus fort, selon les derniers sondages, et qui se réclame du régime pré-révolutionnaire de Ben Ali. Donc c'est le parti de Abir Moussi, le parti des Stouriens libres, qui a mené et qui mène un combat féroce contre Nahda. Et enfin, peut-être une forte fragmentation parlementaire, c'est-à-dire c'est l'expression de l'émiettement de l'échiquier politique. Ça veut dire qu'il n'y a pas aujourd'hui, dans cette transition, de force politique suffisamment massive et forte, cohérente, pour recueillir la majorité des suffrages. Moi, il me semble que c'est ça, si Ziad Krichen peut expliquer. Alors, est-ce que c'est ça qui fait qu'on a ce sentiment un peu d'échec au bout, c'est-à-dire de l'incapacité, à cause de ce Parlement, des gouvernements d'appliquer des réformes, d'avoir des majorités fortes? Moi, honnêtement, je pense que le problème est, malheureusement, est beaucoup plus grave que celui-là. On a parfois tendance, dans le commentaire de l'actualité politique, à ne voir que les problèmes qui émergent. Mais le problème de fond, qu'on n'a pas su résoudre, et en cela, on est tous plus ou moins responsables, même si on n'est pas nécessairement coupable, c'est que la révolution tunisienne, faisons fi, ne nous arrêtons pas sur les mots et les concepts, c'est opéré dans un contexte psychologique, mental, social, économique, national, régional et mondial, qui a fait que la Tunisie s'est trouvée confrontée en une décennie à toutes les questions que s'est posée l'humanité en un siècle. La question démocratique, certes, la question identitaire, qui a été très prégnante et très pesante sur le débat, la question sociale, que nous, les élites, nous ne voyons pas,
ou même quand on la voit, on ne la vit pas, parce que la question sociale, c'est pas l'équité et la justice sociale. La question sociale dans tout pays bloqué par un système autoritaire, c'est la revendication de nouvelles élites à être. C'est ce qu'on appelle la revendication de l'identité. En fait, c'est quoi de la dignité? En fait, il se crée dans chaque société, y compris même quand elle est assez homogène, comme la société tunisienne, des privilèges de fait. Le capitalisme a aboli les privilèges de droit, mais il a instauré des privilèges de fait. Et les privilèges de fait dans notre pays sont très forts. C'est des privilèges qui ont écarté de la sphère du pouvoir symbolique et matériel des franges entières de la société, et ils ont mis à l'écart des aspirants à devenir des élites pour le pays. Cette question sociale qui a été posée avec force, qui a pénétré le champ collectif et l'espace public avec puissance dès le 17 janvier 2010, en fait, nul n'a apporté de réponse à cela. Ni les politiques, ni les intellectuels, ni les économistes, ni nous-mêmes les journalistes, parce que, en fait, nous tous, on faisait partie des élites établies. Et ce qui est paradoxal dans cette décennie, c'est que même, et je pense que Hamad il l'a bien expliqué dans cet ouvrage collectif que vous venez de citer, que même l'islamisme, qui à un certain moment paraissait comme révolutionnaire, entre guillemets, donc comme étant en rupture avec le système, son principal objectif était d'intégrer le système et de devenir un élément du système. Donc, ce qui fait que le système de privilèges de fait, pas que sur le plan matériel, mais surtout sur le plan symbolique, n'a pas trouvé de réponse. Donc, on a posé trop de questions. Toutes les questions du monde se sont posées à nous. La modernité, la démocratie, la transformation sociale, l'équité, la dignité, etc. Et peut-être qu'on n'a pas eu le temps, ou qu'on n'a pas eu l'audace, ou qu'on n'a pas eu la clairvoyance d'apporter les vraies réponses. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé d'apporter des réponses classiques, techniques, système parlementaire ou présidentiel. Honnêtement, le peuple tunisien aujourd'hui s'en fout. Oui. S'en fout. Et je dirais, et c'est pas de gaieté de cœur que je vais le dire, qu'on ait une cour constitutionnelle ou qu'on ne l'ait pas, ça n'aurait rien arrangé. Ça aurait probablement arrangé les luttes intestines au sein du pouvoir. Encore faut-il que les acteurs politiques soient de bonne foi, parce que les institutions en elles-mêmes ne fonctionnent que quand la plupart des acteurs politiques sont de bonne foi. Et en Tunisie, je pense comme un peu partout dans le monde, les acteurs politiques ne sont pas de bonne foi et les institutions n'ont pas l'ancrage historique et culturel suffisamment puissant pour corriger justement ces errances des acteurs politiques, mais on n'a pas répondu à la question fondamentale: quel pays voulons-nous construire? Comment le faire? Comment est-ce que il y a est-ce que c'est l'État-providence, l'État des années 70, l'État chez nourricier, vous, qui est, ou bien c'est un État qui prend tout en charge, et en même temps c'est paradoxal. Ceux qui sont en très forte demande de l'État, ce que certains appellent l'État nourricier, contestent à l'État les moyens de sa politique, c'est-à-dire la force, la puissance. Un État nourricier, c'est un peu l'État algérien de Boumediene, c'est ça l'État nourricier. C'est un État extrêmement puissant, c'est un État qui écrase la société. Alors nous voulons un État qui redistribue tout en étant l'otage de la société, pas qu'il écrase la société. Donc moi je pense que si aujourd'hui, après 10 ans, nous sommes face au constat de la stagnation, en fait, rien ne recule réellement, sauf peut-être la situation économique générale, mais rien n'avance aussi rapidement qu'on le veut, à part justement les libertés, les élections, etc. Et pour le commun des mortels, il ne voit pas ce que lui a apporté la révolution dans son quotidien.
Bien au contraire, il y voit une dégradation continue. Et la classe politique qui se dispute avec... Et pourquoi il y a eu une montée du populisme 9 ans après la Révolution? Il n'y a pas que les 2 candidats au 2e tour. La plupart des candidats qui ont eu des scores intéressants, à part 2 ou 3, étaient populistes. On peut même dire, à la limite, quasiment tous les partis aujourd'hui à l'Assemblée ont des liens plus ou moins intimes avec le populisme, parce qu'il y a le sentiment que ce qu'on appelle le système, c'est-à-dire cette gestion traditionnelle des conflits, traditionnelle de l'économie, a totalement échoué. Et il n'y a pas de route nouvelle. Et là, il faut quand même qu'on assume nos responsabilités. Nos élites n'ont pas su produire de nouvelles pistes. Et il y a bien évidemment des efforts individuels par-ci, par-là, mais il n'y a pas un mouvement d'opinion comme quoi, voilà les nouvelles pistes permises par la Révolution et dans lesquelles des partis politiques qui ne sont pas nécessairement des think tanks peuvent s'engouffrer. Donc, ils se sont engouffrés dans une lutte fratricide juste pour le pouvoir. Ce que vous voyez en face de vous, ce n'est pas une lutte de projet, c'est une lutte de position, de prise de pouvoir. Et tout ce qu'on nous dit aujourd'hui appartient à une forme de démagogie. Moi, je ne serais pas étonné si les 2 ennemis irréductibles d'aujourd'hui, demain, mettraient la main dans la main, comme ils ont fait, bien sûr, ce n'est pas les mêmes, mais sous une autre forme, comme ils l'ont fait auparavant. Et probablement, c'est ce consensus mou qui a caractérisé les 5 dernières années qui favorise aujourd'hui l'explosion de toutes ces formes de populisme. Alors, très bien, donc merci Ziad de cet éclairage. Alors on va en profiter, vous parliez de la situation économique, parce que c'est là où les choses sont plus concrètes et où les fragilités dans la société et l'impact sur les catégories les plus défavorisées et le plus fort. Et nous avons au téléphone Monsieur Hakim Ben Hamouda. Bonjour. Bonjour Lotfi, bonjour à tes amis, à mes amis, tes invités Zied et Hamadi. Très bien. Donc Hakim Ben Hamouda, je rappelle que vous avez été ministre des Finances dans le gouvernement de Mahdi Jomah en 2014 et que vous êtes économiste et expert international. La situation en Tunisie est préoccupante, on l'a dit, le Covid-19 est venu déstabiliser une conjoncture économique déjà très fragile. Tous les clignotants sont au rouge, une récession de 9%, un taux de chômage proche de 16%, un déficit budgétaire de 13,4%, un endettement public approchant 90% du PIB. Enfin, techniquement, la Tunisie est quasiment en faillite. Et elle va dépendre de plus en plus des bailleurs de fonds, notamment du FMI, avec qui elle est en train de renégocier un accord si elle veut pouvoir avoir accès donc au crédit des bailleurs de fonds. Alors, vous qui avez eu à gérer ces questions, comment est-ce que vous expliquez la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, 10 ans après la Révolution ? Merci Lotfi pour la question, une question très importante, mais je suis assez proche de ce que j'ai suivi une partie de la discussion au téléphone, de ce que a dit Zied ou ce que a dit Hamadi. Le champ économique a été aussi au-delà de la gestion. On peut parler des questions économiques, des politiques économiques à mettre en place, etc. Mais je pense le champ économique a été comme les autres champs. Le champ politique, le champ social, a été vraiment un lieu d'échec et d'incapacité des élites. Pour moi, les élites, soit les partis politiques, les économistes, mais aussi les gens de l'administration, à inventer un nouveau modèle, à inventer de nouvelles propositions. Ce qui est quelque chose d'exceptionnel en Tunisie, dans le sens où la Tunisie a toujours été, comme beaucoup d'autres pays du tiers-monde, l'Algérie également, nous avons toujours été un pays qui produisait des modèles, qui produisait des visions, qui produisait... on avait une capacité, je dirais, de prospective et d'intelligence collective
de la part de l'administration, mais également les économistes, etc., qui nous ont permis finalement de trouver toujours, je pense, des modèles de développement qui prennent en considération la spécificité de la Tunisie. Tunisie, un petit pays, mais qui a très peu de moyens, mais pour faire face à une demande, bien évidemment, sociale très importante. Donc, il a fallu trouver des réponses. Il y a eu les années 60, la réponse du modèle de développement un peu basé sur les trois secteurs, social, secteur étatique, secteur un peu social, et puis le secteur socialisant, et un peu de secteur privé. Essentiellement, c'était un modèle de développement étatique. On a eu un autre modèle des années 70 qui était un modèle très important. C'est le modèle de développement, mais qui est un petit peu plus ouvert sur l'extérieur. Et je tiens à rappeler, pour vous dire l'ampleur de la crise actuelle, c'est vous dire, et comme le savent tous les économistes, la Tunisie a été, avec la Corée et un ou deux autres pays, les premiers au monde à faire de la promotion des exportations. Vraiment. Début des années 70, 60, on a mis la loi sur la promotion des exportations. Ce sont 12 ans qu'on a commencé à réfléchir ce modèle en 70. Et ça a été un des premiers pays. C'est vous dire que ces institutions de l'État, cette intelligence collective était très en avance. Et c'est vous dire aujourd'hui le retard, je pense, de cette manière de voir les choses, de cette conception. Je pense qu'on a eu, entre autres, les causes de la révolution, c'est un petit peu l'échec du modèle de développement à partir de la fin des années 90. Et depuis la fin des années 90, il y a eu 10 ans de l'ancien régime, 10 ans de révolution. Pendant 20 ans, en fait, on a tourné en rond, on a été incapable de définir un nouveau modèle, de définir une nouvelle manière de produire, et en dehors de quelques, bien évidemment, Ziad l'avait écrit récemment dans un article, en dehors de quelques appels et vœux pieux pour un nouveau modèle de développement, il n'y a jamais eu une vraie... Alors, justement, j'en profite, Hakim Ben Hamouda, vous venez de dire, enfin, sans le dire explicitement, qu'en fait, la crise économique que connaît la Tunisie aujourd'hui, ou la dégradation économique, n'a rien à voir avec la révolution. C'est un processus long qui a mené, et moi, ça me semble extrêmement important de le dire aujourd'hui, que la crise, peut-être d'ailleurs ailleurs que dans l'économie, mais enfin, en tout cas en matière économique, que la crise d'aujourd'hui n'est pas le résultat de la révolution. Ça n'est pas un impact direct de la révolution sur l'économie, mais c'est ce que vous disiez, peut-être l'essoufflement d'un modèle. La crise du modèle de développement tunisien a commencé à la fin de Ben Ali, finalement. Oui. Moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que la Tunisie, ce qui explique l'ampleur des difficultés économiques, la Tunisie aujourd'hui est confrontée à 3 crises. La première, c'est la crise du modèle de développement. La crise du modèle de développement, en fait, c'est un modèle qui s'est essoufflé à partir de la fin des années 90. C'est un modèle basé sur un équilibre entre le secteur exportateur et le marché interne, avec un secteur exportateur spécialisé en fait, dans les industries comme le textile, dans les industries à fort contenu de main-d'œuvre et à faible intensité technologique. Et cette crise a commencé dès la fin des années 90. Et dès la fin des années 90, début des années 2000, tu trouves dans les documents officiels le dernier plan préparé, ou les 2 derniers plans préparés par l'ancien régime, en fait, la préoccupation essentielle, c'était un nouveau modèle de développement, c'est-à-dire passer aux industries, aux nouvelles technologies, etc. Je donne des exemples. Les zones technologiques, par exemple, les zones technologiques de l'Ariana ou d'un certain nombre de régions ont été créées, au fait, au début des années 2000. C'est dire que même dans l'ancien régime, on était conscient. Mais je crois que, du point de vue politique, l'ancien régime était arrivé à bout de souffle, était incapable, je pense, d'opérer un changement majeur. Ce qu'il a réussi à faire, par contre, c'est, faute de faire les transitions nécessaires du point de vue économique, il a réussi à maintenir les grands équilibres macroéconomiques.
les grands équilibres macroéconomiques, on était à presque 1% de déficit budgétaire, une dette publique très très faible, une inflation maîtrisée, un déficit commercial limité, ce qui a fait une des sources de fierté de l'ancien régime, c'est de dire que la Tunisie peut candidater à l'Union européenne, parce qu'elle, contrairement aux pays européens, elle respecte les critères de Maastricht. Et donc, c'est un petit peu ça. La deuxième crise, je pense, elle a commencé avec la Révolution. C'est-à-dire la crise du modèle de développement, ce que les économistes appellent la crise structurelle de notre économie, à laquelle s'est rajoutée une autre crise. C'est la crise des grands équilibres macroéconomiques, avec un développement rapide des dépenses, un déficit de plus en plus important du budget de l'État, un endettement important, l'inflation. Pour les Tunisiens, on était habitué à avoir 3% d'inflation. On a crié au loup lorsqu'on a atteint un peu plus de 7%, alors que pour beaucoup d'autres pays, particulièrement les pays émergents, 7% d'inflation, c'est pas énorme. Donc, si tu veux, la deuxième crise à laquelle on a été confronté à partir de la Révolution et qui est le produit, je pense, des dynamiques économiques qui ont été mises en place après la Révolution, c'est la crise des grands équilibres macroéconomiques. La troisième crise, elle a commencé, comme tout le monde, avec la pandémie du Covid à partir de début de l'année dernière, ou en tout cas le deuxième trimestre de l'année dernière avec le confinement, etc. Donc, pour revenir à ta question, effectivement, le modèle de développement, comme le modèle politique d'ailleurs, était arrivé, s'est essoufflé à partir de la fin des années 90, mais il a tenu grâce finalement à une bonne gestion macroéconomique et du coup la Tunisie a été considérée, comme l'Égypte d'ailleurs, par beaucoup de bailleurs de fonds comme des élèves modèles, parce qu'on avait su gérer les grands équilibres macroéconomiques. N'oublions pas qu'à l'époque, la réflexion économique et le débat économique étaient marqués ou dominés par des courants de pensée qui considéraient que les grands équilibres macroéconomiques étaient non seulement une fin en soi, mais le nec plus ultra en matière économique. Donc la crise n'est pas le résultat de la révolution, c'est l'accumulation. La crise d'aujourd'hui, c'est l'accumulation d'un essoufflement du modèle de développement qui date au moins une décennie avant la Révolution, et ensuite, bien évidemment, les dynamiques économiques mises en place, les enchaînements qui ont été mis en place après la Révolution, et particulièrement maintenant avec la crise du Covid. Bon, très bien. Alors, effectivement, la crise économique n'est pas le résultat de la Révolution. Mais maintenant, est-ce que la crise économique, on va finir en une minute, c'est Hakim, est-ce que aujourd'hui, la crise économique très, très forte, est-ce qu'elle risque de faire capoter la Révolution ? C'est-à-dire qu'on risque d'aller vers un chaos social à cause de la crise économique. Oui, tout à fait. Je pense que la crise économique, particulièrement en 2021, c'est-à-dire ce que nous avons vécu jusque-là, c'est rien par rapport à ce qui nous attend. Particulièrement, on va assister, 2021 va être une année très très dure et probablement qui va être, dans les effets, vont être encore plus forts au niveau économique avec la crise du Covid, que nous sommes parmi les pays arabes les derniers à maîtriser les effets de cette crise. Donc ça va avoir des effets économiques, c'est-à-dire le vaccin va prendre du temps à arriver, et donc on ne peut envisager véritablement une reprise dans un climat de confiance et moins qu'à partir de la seconde moitié, je pense, de l'année 2021. Ceci va avoir un effet économique très très important. Moi, j'ai appelé pour un état d'urgence économique depuis quelque temps. Je pense que c'est une situation économique très très compliquée qui pourrait même remettre en cause, moi je pense, la capacité de l'État à assurer un certain nombre de ses engagements. Donc c'est quelque chose de très 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 important et je pense que dans un premier temps, dans la situation actuelle, on peut trouver des réponses économiques. Les réponses économiques existent. Priorité aujourd'hui, je pense, c'est bien évidemment le contexte sanitaire et la nécessité
d'apporter un élément des réponses à la crise sanitaire. Juste rappeler ce que Zied n'arrête pas de répéter sur la gestion catastrophique de la crise sanitaire. Lorsqu'un pays, et je suis toujours très étonné, et ça rejoint un peu ce qu'a dit Zied sur les élites et l'incapacité des élites à réfléchir. Moi, je suis estomaqué de voir des responsables dire on va demander 100 millions de dollars à la Banque mondiale pour acheter des vaccins. Dans un pays où on a 163 jours d'importation auprès de la Banque centrale. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire nous avons 8 milliards d'euros aujourd'hui dans les caisses de la Banque centrale et ces élites-là cherchent à quémander 100 millions de dollars auprès de la Banque mondiale pour acheter du vaccin. C'est-à-dire qu'il y a un vrai... c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, comme dirait l'autre, il y a quelque chose qui tourne pas rond et véritablement, ces échecs sont aussi, Ziad l'a expliqué tout à l'heure, Mohamed, c'est aussi l'échec de ces élites qui n'arrivent pas à mettre la réflexion sur ces pays et on réfléchit quelque chose qui ne tourne pas rond dans la réflexion et dans la manière dont nous sommes en train de réfléchir. Donc, problème également de gouvernance. Merci beaucoup, Hakim Ben Hamouda. Je rappelle que vous êtes ancien ministre des Finances. Et donc, on va continuer. Donc, alors, il nous reste à peu près un quart d'heure. Est-ce que, donc, tout ce qui vient d'être dit, c'est plutôt noir. Et moi, Moi, j'étais venu ici un peu pour célébrer 10 ans de révolution et dire aux autres peuples du Maghreb notamment, puisque nous sommes la petite radio du Grand Maghreb, que l'expérience tunisienne est un exemple. Alors, c'est un exemple, peut-être pas un modèle, on peut en discuter, mais ça peut être un bon exemple. Vous êtes tous en train de me dire ici que c'est pas du tout, c'est pas le bon exemple. Alors, est-ce que, Selma, qu'est-ce que vous... Voilà, moi je pense, je vais rebondir sur certaines choses. Il y a des choses qui ont été dites avec lesquelles peut-être naïvement, je ne suis pas tout à fait d'accord. Mais disons, je vais essayer de trouver une solution. Je suis médecin, comme je l'ai dit, et quand il y a une personne qui est très atteinte, etc., on essaye d'aller au plus urgent. Moi, je vais me rappeler une période qui était une belle période de ces fameux 10 ans, même si elle a fait suite à un drame qui avait été l'assassinat d'un des députés constituants. Ça a été la période du dialogue national de 2013, où, disons, la sortie de crise s'est faite à travers la société civile, pas la société politique. Parce que la société politique, il y a beaucoup de problèmes. Je rejoins Hamadi sur la problématique de l'islam politique. Je crois qu'il faut avoir le courage de regarder en face cette problématique. Peut-on construire une démocratie avec un parti qui jusqu'à aujourd'hui montre qu'il n'y croit pas? Peut-on sauvegarder l'État séculaire avec au pouvoir un parti qui tient à l'islam politique, qui n'a pas, à mon avis, fait sa révision. Donc il y a ces problèmes-là. Donc je reviens sur la nécessité de faire appel à la société civile, comme ça a été le cas en 2013, pour essayer d'avancer, parce qu'il y a un vrai blocage institutionnel aujourd'hui. Donc, c'est vrai que la gestion des conflits entre les différents pouvoirs peut ne pas se résoudre via la Cour constitutionnelle. Elle peut être incapable de les résoudre, mais ce qui est certain, c'est que sans Cour constitutionnelle, on est dans l'incapacité de les résoudre. Chacun aura sa version et chacun va s'entêter sur sa position, et on est à ce niveau-là aujourd'hui. Donc il y a le président de la République, le président du gouvernement et le président de l'Assemblée qui ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Donc ça, pour une sortie de crise, donc mettre en place ce qui reste à mettre en place par rapport à la Constitution, discuter des problématiques qui tiennent encore à cette transition démocratique, c'est-à-dire aujourd'hui, a-t-on une justice indépendante? A-t-on des médias indépendants? Avons-nous lutté contre un des fléaux qui est la corruption?
tout cela, je pense que va envoyer un signal positif aux citoyens, parce que je pense qu'un pays, ça se construit avec les citoyens. C'est vrai qu'il y a l'élite, c'est vrai qu'il n'y a pas de projet encore, il n'y a pas des partis politiques capables d'imaginer un projet, mais il n'y a pas que l'élite. L'élite n'est pas en rupture avec les citoyens. Il y a le projet de décentralisation jusqu'où avant nous était à ce niveau-là. La décentralisation aussi, c'est un des moyens un activateur économique quand il est fait dans les règles. Donc voilà, autre dernier point. Je pense que là, par contre, tous les politiques vont en parler, mais à mon avis, sans vraiment rentrer dans le vif du sujet, par rapport à cette fragmentation politique qui freine tellement, qui est un désastre et tout, il faut revoir la loi électorale. Il était question de ça en 2014, ça ne s'est pas fait. Donc, allons-nous vraiment prendre cette direction, c'est-à-dire grâce à la société civile, faire une pression pour qu'il y ait une révision de la loi électorale, qu'il y ait quelques partis qui arrivent à être représentés. Il y a le problème des indépendances qu'on a appelé les indépendants. Le président de la République est un indépendant et c'est, à mon avis, c'est un problème parce qu'il n'a pas d'assises. Il ne peut compter sur personne, il n'a pas de député, il n'a pas... Donc, grosso modo, il est tout seul, donc il ne peut pas jouer son rôle jusqu'au bout de président. Donc, voilà, réviser la loi électorale, réviser les financements, parce que ça, c'est aussi un problème. Voilà, donc pour moi, ce n'est pas tout noir, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette noirceur. C'est compliqué, c'est difficile. Mais on y arrivera. Si on prend certaines décisions courageuses, voilà. Certainement, alors, si on prend certaines décisions courageuses. On va faire donc un glissement. Tout à l'heure, c'était très intéressant ce que disait Zied, où il dit c'est l'incapacité des élites à donner des réponses aux demandes des citoyens. Et vous dites non, il n'y a pas de coupure entre les élites et les citoyens. Alors, précisément, est-ce que vous appelez de vos voeux une reconnexion entre les élites et les citoyens, auquel cas on répondrait à Zied en disant oui, on y va? Sinon, cette rupture, cette coupure entre les élites et les demandes des citoyens, ça donne la tentation populiste. Et là, je me retourne vers Hamadi. Comment éviter cette tentation? Parce que vous le dites, vous le décrivez très bien, le populisme, c'est d'abord le rejet des élites. Des élites politiques, intellectuelles, etc. Le rejet des médias. Et tous pourris, c'est-à-dire de la classe politique des partis traditionnels, en disant qu'ils sont tous pourris. N'est-ce pas, Hamadi? Je ne me trompe pas. Non, alors, comment éviter la tentation populiste dans le cas de la Tunisie? Comment l'éviter? D'abord, il faudra en parler avant de pouvoir l'éviter. Je pense que le populisme vient... Il ne nous reste que 5 minutes. Ah ben, écoute, je vais être très, très, très rapide, expéditif même. Le populisme vient de la révolution elle-même. Voilà des gens qui ont sublimé la révolution et qui ont voulu que la révolution soit permanente. Sur cela, et très rapidement, se greffe un problème de valeurs. La révolution, avec l'avènement de l'islamisme, a propagé des valeurs anti-modernes et anti-progrès et conservatrices. L'alliance des deux a fait monter le populisme dans un climat de crise que Zied et Hakim viennent de décrire. Tout simplement, il faut faire un nouveau travail de pédagogie par rapport à la population. Zied connaît très bien le sujet. La Tunisie est un pays où de plus en plus de gens quittent très tôt l'école. C'est-à-dire que vous avez un problème de culture tout court, pas seulement de culture politique. Comment expliquer aux gens que les promesses électorales peuvent être fallacieuses? Comment expliquer aux gens qu'ils ne doivent pas se laisser aller à la passion? Comment expliquer aux gens que le peuple est pluriel? Comment expliquer aux gens que la démocratie est compliquée et que ce n'est pas aussi facile d'élire quelqu'un sur de beaux slogans comme le peuple veut, alors qu'il ne sait lui-même pas ce qu'il veut. Mais alors, voilà. Oui, mais vous avez oublié peut-être de dire, on parlait du populisme. Alors vous avez parlé donc de l'islam politique à travers Nahda, qui pendant 10 ans a fait son travail auprès de la société et a diffusé largement des valeurs conservatrices. Mais vous avez souligné aussi dans votre livre que
le populisme qui émerge n'est pas un populisme de gauche, c'est un populisme plutôt d'essence conservatrice. C'est ce que je viens de dire. C'est un populisme sur la modalité révolutionnaire, mais sur le contenu et les conservateurs. Et c'est leur alliance à deux qui ont fait l'alliance, l'enchevêtrement de ces deux phénomènes ont fait le populisme aujourd'hui. Et est-ce qu'on peut dire que pendant la période dont parlait Salma Mabrouk tout à l'heure, c'est-à-dire celui 2011-2014 et juste après 2014, où on a eu l'émergence quand même de valeurs, de progrès, de vrais combats pour le comité pour les libertés individuelles, ou des questions taboues comme celle de l'homosexualité, celle de l'égalité dans l'héritage, etc., ont été posées dans la société. Est-ce qu'il n'y a pas une recul des valeurs de progrès dans la société aujourd'hui? Je ne sais pas. Mais elles sont présentes. Mais je sais pas. Je pense que Ziad peuvent en parler mieux que moi. Là, il nous reste 2-3 minutes. Je parle de la victoire d'un camp. Je ne parle pas de la disparition de l'autre. Parce que là, il nous reste à peu près 5 minutes. Et j'aimerais que chacun, vous pouviez nous dire finalement, bon, quand même, est-ce que quelles sont les perspectives? Est-ce qu'il y a... Et puis peut-être parler un peu de la région aussi du Maghreb. Est-ce que comment on peut faire la jonction entre les aspirations au progrès, à la démocratie et tout des pays du Maghreb? Est-ce que ça peut se faire à travers l'expérience tunisienne? Ziad. Moi, in fine, je pense que l'expérience tunisienne, quand on se place sur le moyen et long terme, est extrêmement positive. Et que la Tunisie est en train de réaliser ce qui n'a jamais été réalisé dans la région arabe, à savoir une vraie démocratie qui n'est pas téléguidée par le palais, qui n'est pas téléguidée par le pouvoir en place, une démocratie de façade. On est sur le plan sur le temps long, on est en train de réaliser ce défi qui n'a jamais été réalisé et qui n'a jamais été concrétisé. Alors, maintenant, bien évidemment, une révolution qui ébranle les bases du pouvoir, qui donne la parole au peuple dans sa pluralité, dans sa diversité. Le peuple tunisien, comme tous les peuples arabes, ont été travaillés pas que pendant cette décennie, mais pendant des décennies par le discours conservateur, tribal, réactionnaire. Et il est évident, quand il y a cette liberté, c'est ce discours qui saute en premier. Et je dirais, c'est vrai que faire de la démocratie avec l'islam politique, ça pose problème. Mais tous ceux qui ont essayé de faire de la démocratie en écrasant l'islam politique, on produit des dictatures. Donc on est in fine sur le bon chemin. Et je me contenterai de cela en disant que malgré ce qu'on remarque comme factualité de l'actualité politique, économique et sociale, négocier, discuter, trouver des compromis, même des compromis extrêmes, sont aujourd'hui le lot quotidien de la Tunisie, même dans les cas où il y a en apparence des antagonismes irréductibles. Et donc le tableau qu'on vient de faire pendant cette agréable heure n'est pas du tout noir. C'est un peuple en mouvement, c'est un projet en mouvement. Il est en phase de lancement, avec toutes les difficultés de la phase de lancement, mais on a résisté, hein, il y a de la résilience, les idées de progrès progressent. Je ne suis pas de ceux qui pensent que non, les idées de progrès sont détruites, mais parce que, imaginez, dans le monde arabe, quand il y avait des idées de progrès, elles ne pouvaient subsister que par l'appui de l'autorité politique. En Tunisie, pendant 10 ans, les idées de progrès ont progressé malgré l'autorité politique. Donc ça veut dire qu'elles ont acquis une forme de légitimité, de consistance. Elles ne sont pas dominantes dans notre société, il ne faut pas se leurrer. Mais le combat continue et moi je pense que si la Tunisie peut envoyer un signal après 10 ans, c'est que le chemin de la liberté est le seul qui mène à bon port. Merci. Alors, peut-être voilà. pour finir très rapidement, est-ce que si vous deviez parler aux amis, aux
aux concitoyens, je dirais maghrébins, par exemple en Algérie, du Hirak, où vous savez que parmi les figures du Hira, il y a des discussions où certains disent il faut une constituante, il faut faire une transition, un peu comme tu dis, d'autres disent non, il ne faut pas une constituante, si on fait une constituante, on est foutu, on va donner le pays aux islamistes, etc. C'est des vraies questions. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à vos amis algériens, peut-être marocains, le Hirak du Rif c'est un peu différent, mais au moins au Hirak algérien qui se pose les questions que vous vous êtes posées il y a 10 ans? Voilà, le plus brièvement possible. L'idée n'est pas du tout ni d'écraser quiconque, ni d'écraser l'islam politique. C'est des Tunisiens qui, en tout cas en Tunisie, en Algérie, au Maroc, c'est pareil. L'idée, c'est de construire ensemble. Mais quand on construit ensemble et qu'on se met d'accord sur un cadre, tout le monde respecte ce cadre. C'était ma question par rapport à comment faire avec l'islam politique aujourd'hui, qui refuse encore de respecter le cadre qu'il a lui-même construit avec les autres. Donc pour nos amis maghrébins et pour les Tunisiens, c'est-à-dire, je crois que c'est important de sortir du schéma patriarcal. Pour moi, c'est ça la démocratisation. C'est-à-dire, c'est une prise de responsabilité des citoyens. Ce n'est pas facile, c'est très difficile. C'est beaucoup plus facile de laisser le patriarche régler tous les problèmes, mais c'est plus difficile de faire ses devoirs, d'accomplir ses devoirs, de revendiquer ses droits. Mais je crois que c'est ça le vrai avenir. Et pour revenir sur le COLIB, le Comité des libertés individuelles, et là je rejoins Zied, ça a été manipulé politiquement, mais je pense que c'est aussi l'avenir, c'est-à-dire l'État moderne ne se mêle pas de la vie privée des gens, il se mêle de la santé des gens, de leur transport, de leur éducation, etc. Et je crois que c'est cela l'avenir pour le Maghreb, que un jour j'espère qu'il sera uni réellement. Voilà. Très bien. Alors Hamadi, je te laisse le mot de la fin. Écoute, en une minute, Hamadi. En une minute, je suis tout à fait d'accord avec cette perspective. Il ne faut pas désespérer Béancourt, comme on dit. Mais le travail du négatif, comme on dit, consiste justement à alerter, à critiquer, à diagnostiquer, et non pas à vendre des illusions et donner aux politiques le droit à la paresse pour qu'effectivement il ne fait rien et n'agisse pas convenablement et dans l'intérêt des citoyens. Nous sommes là pour ça. C'est aux politiques justement de montrer la voie et de dire que les choses vont aller de mieux en mieux. Mais notre travail à nous, c'est le diagnostic critique. Mais du point de vue psychologique, on peut espérer et croire que la Tunisie a les moyens de s'en sortir. Donc, par rapport au début, vous n'êtes plus pessimiste, on peut dire optimiste. Le bilan, écoutez, vous me demandez, j'ai fait le bilan, vous ne m'avez pas dit la Tunisie dans 10 ans. À qui on demande on m'a demandé dans les articles le bilan de 10 ans. On m'a pas dit la Tunisie dans 20 ans. Non, ce bilan, il est, je pense, globalement négatif. Parce que je pense que le peu de choses qu'on ait gagnées, on aurait pu les gagner avec beaucoup moins de coûts politiques, économiques et sociaux. D'autres considèrent qu'au contraire, le bilan est globalement positif et le coût est beaucoup moindre que celui de la dictature. A raison, c'est un débat. Très bien. Écoutez, merci en tout cas à vous. Je rappelle donc... Madame Salma Mabrouk, ancienne députée à l'Assemblée nationale constituante, Zied Klichen, directeur du quotidien Le Maghreb, quotidien de référence à Tunis, et Hamadi Erdissi, professeur en sciences politiques à l'Université de Tunis, et Hakim Ben Hamouda tout à l'heure, ancien ministre des Finances, avec qui nous avons parlé d'économie. Bien, merci à toutes et à tous, merci aux auditeurs de nous avoir suivis, en espérant que la réflexion pour les Algériens, les Marocains et les Tunisiens, bien sûr, continuera autour de cette nécessité, autour de ces aspirations démocratiques des citoyens
et sujets, puisqu'au Maroc, ce sont des sujets, mais enfin, des citoyens, de ceux qui aspirent à la citoyenneté pleine et entière et aux libertés. Donc, en tout cas, les 10 ans de révolution tunisienne sont malgré tout, malgré les difficultés, malgré la description qu'on vient d'en faire, c'est pour les peuples du Maghreb, ça continue d'être une référence, un phare. Et si ce n'est un modèle, parce que les modèles ne s'exportent pas, ils sont très spécifiques, c'est en tout cas un exemple dont nous souhaitons la réussite pour tous nos amis tunisiens. Merci à vous d'être venus. C'était spécial 10e anniversaire de la révolution tunisienne sur Radio M, la petite radio du Grand Maghreb.